Superman, la légende des super-héros? Tu veux dire la Légion des super-héros? Oui, je veux dire la Légion des super-héros, mais pour une raison obscure, ça s'appelle la légende des super-héros en français. Ils aimaient tellement pas le mot Légion qu'au sein même de la série, la Légion a été traduite par l'Alliance. Ben c'est que Légion dans la culture française, c'est un peu connoté. Ah oui. Oui. Ouais. Ben oui. Peut-être, mais c'est d'autant plus bizarre que, comme la plupart des séries adaptées de comics, cette série se veut un hommage à l'univers du comic, avec ses côtés déjantés et ses noms hauts en couleur. Mais la traduction française approximative est aussi une constante dans les séries animées de super-héros. Bienvenue à AO, Superman. Les traducteurs en grands amoureux des belles lettres doivent détester les comics. Et puis je passe en preuve. Quoi qu'il en soit, cette série a tous les avantages de n'importe quelle bonne série d'ici. N'importe laquelle. C'est-à-dire que ça a à la fois les qualités de l'Alliance des héros et celles de la Ligue des Justiciers. Celle de Superman aussi, car le personnage central, c'est le jeune Clark Kent, encore tout maigre et pas encore costumé, tout frais sorti de l'université de Smallville, et qui s'apprête à partir pour son premier job de pigiste au Daily Planet à Metropolis. L'idée de se servir de ses super-pouvoirs pour devenir un super-héros ne lui est encore jamais venue. Il se débrouille tout au plus pour ne pas être vu quand il vient en aide à des personnes en danger, et on se demande bien ce qui lui a donné celle de porter des lunettes, puisque c'est pas cacher son identité secrète. Quoi qu'il en soit, c'est ce Clark Kent là qui voit débouler devant lui trois individus au physique plus qu'improbable, qui lui font « Coucou, on vient de loin dans le futur, on fait partie d'un groupe de super-héros qui s'est fondé pour suivre ton exemple, et comme on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, on se dit qu'on allait remonter le temps pour venir te chercher, parce que t'es tout de même le plus grand super-héros de tous les temps, alors tu pourrais peut-être nous être de bons conseils. » Et il répond, vous rigolez, je sais même pas ce que c'est un super-héros. En substance, c'est à peu près ça, mais comme c'est quand même Clark Kent et que ces gens ont l'air d'avoir besoin de lui, il les suit dans le futur. Là, il découvre le concept de se mettre en costume pour utiliser ses super-pouvoirs et sauver des gens. Et comme c'est son exemple qui aura inspiré les super-héros du futur, ça veut dire que dans cet univers-là, le concept de super-héros n'a jamais été inventé. Le costume de Superman non plus d'ailleurs. En tout cas, après avoir effectivement aidé les super-héros du futur, plus en les inspirant par sa force morale qu'en utilisant ses super-pouvoirs, et puisque contrairement à ce qu'on croit dans toutes les fictions, le temps ne continue pas dans le présent pendant qu'on est dans le futur, ce qui fait qu'il peut revenir dans le présent à l'instant exact où il est parti, sans que personne ne s'aperçoive de son escapade, quel que soit le temps qu'elle dure, tant qu'il se débrouille pour ne pas revenir après avoir trop vieilli, il décide de rester encore quelque temps dans cette époque pour explorer un peu davantage cette nouvelle idée d'être en costume et de protéger les innocents. Et donc, pendant toute une saison, Superman va apprendre à être Superman grâce à ceux que son exemple a inspiré. Oui, enfin, sur le papier, c'est ça. Mais au final, la série n'est pas tellement sur l'apprentissage de Superman à être Superman. En fait, elle n'est pas tellement sur Superman. Superman n'est qu'un prétexte pour permettre aux spectateurs de découvrir cette époque future et cette nouvelle équipe de super-héros. Qui est une classique équipe de super-héros ados. Ce qui explique sans doute le peu de souvenirs qu'on en garde. Cette série passait en même temps que les Teen Titans et le public a davantage retenu ces derniers. Pourtant, je me souviens que je prenais beaucoup plus de plaisir à regarder un épisode de La Légende des super-héros qu'un épisode de Teen Titans. S'il te plaît, dis la Légion. La légende, c'est trop... Enfin, c'est pas assez... Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis de toute façon, tout le monde dit La Légion. Sinon, si j'ai gardé pas mal de souvenirs de La Légion des super-héros, mes souvenirs des Teen Titans sont finalement assez vagues. Quand je repense à eux, je repense surtout à Changelin présentant F3X. Je pense que l'avantage de la Légion des super-héros, c'est que la série ne se prend pas au sérieux. En tout cas, elle ne se prend pas au sérieux durant la saison 1. Je veux dire qu'elle ne prend même pas son humour au sérieux, il ne recule pas devant les délires façon Batman et Alliance des héros, mais toujours en restant dans la bonne mesure pour que ça reste émouvant et pas parodique. Et surtout, comme dans la saison 1 les personnages sont des ados, le ton est celui d'un sitcom. Enfin, pas un sitcom façon X-Men d'Evolution, un sitcom où les personnages ne quittent jamais leur costume et n'ont pas d'identité secrète. Enfin, s'ils ont une identité, elle est tout sauf secrète. C'est un sitcom, mais c'est pas uniquement à cause des costumes que ce n'est pas un sitcom classique. La façon dont les codes du sitcom sont utilisés est parfois originale. Par exemple, dans l'équipe, il y a un gros boy. Bouncing Boy. C'est ça, Boing Boing Boy. À première vue, c'est le bon copain, pas très futé, mais super gentil, avec un pouvoir pas classe du tout. Le gros, quoi. Mais non. En fait, c'est le Flash de l'Alliance. Donc à la mort de votre Flash, tout votre groupe a pété un câble. Ce n'est malheureusement pas aussi simple. Eh, c'était la conscience de votre équipe, ce qui veut dire que je dois être... Dépêche-toi, Jiminy. Oui, il est super gentil, mais il a oublié d'être bête. Bien sûr, il est pas très sûr de lui, et ça, c'est sans doute lié au fait qu'il est gros et que son pouvoir est pourri. Du coup, quand il pense quelque chose d'intelligent, il ose pas forcément le dire. Ce qui fait que son intelligence est discrète et qu'il faut plusieurs épisodes pour réaliser que c'est toujours lui qui a la parole sage ou le conseil avisé au bon moment. À première vue, mon pouvoir peut sembler ne pas être si formidable, mais être un héros, ce n'est pas seulement une histoire de pouvoir. C'est aussi la façon dont on décide de s'en servir. Ajoutons à ça que son empathie pour les autres lui permet de gérer à lui seul tout le relationnel du groupe. Et si l'Alliance reste unie, c'est grâce à lui.
Cet état des choses fait qu'il a une bonne vision globale des situations, une bonne conscience des compétences de chacun, ce qui fait qu'au final, il se retrouvera élu à l'écrasante majorité pour devenir le chef de l'Alliance. Notre nouveau leader est... Bouncing Boy? Je demande un recomptage. Oui, enfin ça, c'est retconné dans la saison 2. C'est normal, retconner, c'est ce que fait en général une saison 2. Et on a vu des saisons 2 plus désagréables que ça. Mais j'y reviendrai. Restons sur la saison 1 pour l'instant. La saison 1 est drôle. Pas drôle façon parodie, drôle parce que légère et joyeuse, même si ce à quoi on est confronté, c'est des attentats politiques et des invasions de super terroristes. Les situations sont marrantes parce que les personnages sont conscients qu'elles sont sérieuses en même temps que marrantes. Ils sont professionnels, donc ils ne nient pas la gravité de ce qui se passe, mais ils ne paniquent pas pour autant et n'hésitent pas à blaguer à ce sujet. Vu qu'ils ont beau faire un métier à risque, c'est quand même leur quotidien. Je suis prête à aller lui botter le derrière. Attendez, il est où son derrière? Ces personnages sont souvent attachants parce qu'imparfaits. Tiens, d'ailleurs, je me demandais quand j'aurai l'occasion de parler de ça. Je dis souvent que j'accroche pas à Marvel parce que je préfère les héros aux petits cons ordinaires que sont les personnages Marvel, sous prétexte d'être réaliste et de se focaliser sur le groupe plutôt que sur les personnages. À première vue, ça veut dire que je veux que les personnages soient des parangons de vertu irréprochables. Sauf que c'est plus compliqué. Les personnages de la Légion des super-héros sont des adolescents. Ils sont immatures et parfois un peu cons, mais pas cyniques comme dans Marvel. À défaut d'être parfaitement vertueux, ils ont une ambition de vertu, idéalistes et en quête de noblesse même quand ils sont complètement nuls. Du coup, contre toute attente, même ceux dont les pouvoirs sont a priori inutiles finissent par trouver une occasion de les rendre utiles. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il n'y a pas de blague de gros, c'est caractéristique de cet état d'esprit. Quels que soient tes défauts, il y aura toujours une circonstance où ça peut être une qualité. Et même si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce défaut est la contrepartie d'une qualité qui te rend unique et indispensable. En tout cas, personne n'est ridicule ou exaspérant. Il n'y a aucun travers inutile dans la façon dont les personnages sont campés. Et ce constat est généralisable à toutes les séries d'ici. Tu chauffes, ma jolie. Mais je pourrais te réchauffer encore plus. Ça compte pas! En gros, ce qui t'énerve dans la fiction, c'est pas les personnages imparfaits, c'est les imperfections gratuites. Oh, plus général que ça. Je l'ai déjà dit un tas de fois, je n'ai pas envie de voir le spectacle d'un échec. Le fait que la vie soit horrible et désespérante, j'ai mon quotidien pour m'en informer. Alors je m'en passe dans mes fictions. Je veux bien que les personnages soient imparfaits, mais qu'on me démontre qu'il y a une place pour eux dans le monde quand même. Qu'on me les montre en train de réussir. Ils ne réussissent pas grâce à leurs compétences, en tout cas pas tous. Les vraiment laissés pour compte réussissent parce qu'ils s'obstinent suffisamment longtemps pour avoir une opportunité et qu'ils savent au moins la saisir. Eh, c'est une chance que t'as atterri juste ici. Une chance? Il a fallu que je calcule la trajectoire exacte de ma descente en prenant en compte la pression atmosphérique, la vitesse du vent, et je ne vous parle pas de... Quoi? Mais tu sais parler. Ben, ils réussissent grâce à l'âme des cartes. Sauf que là, on nous démontre bien que ce n'est pas de la magie, que garder la foi, ça veut surtout dire rester debout jusqu'à ce que les circonstances extérieures changent et offrent une opportunité de réussite qui n'y était pas au départ, et qu'on peut saisir parce qu'on est resté debout et en veille. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, mon cher Roux. Par conséquent, on peut y croire, et on peut espérer vivre ce genre d'amélioration dans sa vraie vie, même quand il n'y a aucune raison objective de garder l'espoir. Et fort de ce sentiment, on peut rire de ses propres maladresses et de ses tentatives infructueuses qui ne constituent pas des échecs définitifs. De fait, tout ce qui pourrait sembler des blagues de gros ne fait pas rire comme des blagues de gros. Elles font rire par anticipation du gag encore plus drôle de quand le pouvoir de Stone Boy sera enfin utile. Détendez-vous et riez, vous êtes dans DC, tout finira par s'arranger même si la situation est sérieuse. C'est cet optimisme généralisé et non les gags eux-mêmes, qui sont somme toute assez classiques, qui font que la saison 1 est drôle. Par contre, elle est frustrante. C'est une série pas à suivre, donc un tas de bonnes idées sont lancées puis laissées tomber au bout d'un épisode. Je sais que tu penses au couple, mais vu le ton avec lequel ils sont esquissés, il valait mieux qu'ils ne soient pas développés davantage. Les dialoguistes n'avaient pas assez de savoir-faire dans ce domaine pour éviter la niaiserie qui fait passer de bonnes tensions amoureuses à stupide nunucherie. Déjà, à cheval sur les 2 saisons, on assiste au pire cas d'introduction d'un William de l'histoire de la fiction. J'avoue, encore pire que Code Lyoko. On commence par l'introduire comme un rival potentiel sérieux pour Lightning Lad, puis on l'a sur les bras, alors on décide d'en faire un personnage antipathique et on le rend caricaturalement connard. Puis, sans transition, on décide de laisser tomber l'histoire du triangle amoureux et de prétendre qu'en réalité, ces trois-là sont juste une bande de 3 copains qui se disputent tout le temps à cause de leurs caractères respectifs, mais qu'il n'y a aucune tension amoureuse là-dedans. Ça, à la rigueur, ça aurait été une bonne idée si ça avait été introduit dès le départ. La cohérence, les gens, la cohérence. Ouais, alors désolé, mais je ne suis pas frustré que les intrigues amoureuses soient pas plus développées dans la saison 1. Ok, mais dans ce cas, autant ne rien amorcer du tout. De toute façon, autant les amours de la princesse qui doit faire face à son héritage avec l'homme bête qui craint de perdre le contrôle de son côté sauvage, ça avait du potentiel. Autant Lightning Lad et Saturn Girl c'est un peu Aelita et Jérémy, alors ça pouvait être bien fait.
Autant expliquer que Bouncing Boy sorte avec 3 filles à la fois aurait peut-être été un peu compliqué pour une série pour enfants. C'est le personnage de Triplicate Girl qui est perturbant. On n'arrive pas à déterminer si c'est 1 ou 3 personnages. Il vaut mieux considérer que c'est un seul, sinon ça voudrait dire que Boing Boing Boy est polygame. Mais c'est Space! Elle discute avec ses autres elle-même comme si c'était ses sœurs. Quand elle en perd une dans la saison 2, elle réagit comme si elle avait perdu un membre de sa famille, pas comme si elle avait perdu un bras ou une jambe. Et pourtant, aucune des 3 n'a de personnalité distincte, ni de nom distinct. Même quand elle est 3, on l'appelle Triplicate Girl et on la tutoie. Des fois, on l'appelle les Triplicate Girls. Dans des circonstances d'élaboration de stratégie où il faut tenir compte du fait qu'elles sont 3. Mais même dans ces conditions-là, on pourrait les appeler Triplicate Orange, Triplicate Mauve, Triplicate Blanche, mais non! À part ça, le personnage est classe, se bat de manière classe et du coup, il n'est quasiment jamais à l'écran, et encore moins pour se battre. Vu que ça arrive aussi aux personnages qui se dédoublent dans X-Men Evolution, autant dire que le personnage qui se dédouble, c'est très sympa visuellement, mais les scénaristes finissent par plus savoir quoi en faire. Tu sais, aujourd'hui, Daniel, au cinéma, s'il n'y a pas au moins un personnage qui se dédouble, eh ben les jeunes, ils accrochent pas, c'est comme ça. C'est dommage, parce qu'il y avait des choses à en faire. Et surtout, en faire des choses aurait permis de clarifier cette ambivalence sur le fait qu'elle soit 1 ou 3 personnes. Tu imagines le niveau dramatique et psychologique de l'épisode qui aurait porté sur le fait qu'elle est effectivement une seule et effectivement 3 ? Bon, développer son intrigue amoureuse avec Boing Boing Boy dans ces circonstances aurait sans doute attiré un public un peu plus mature que celui escompté, mais... Ceci dit, le fait que le gros soit celui qui se tape 3 filles à la fois est une bonne revanche pour tous les personnages de gros amoureux de la fille pour le gag qu'on a mis dans la fiction. Oui, mais vraiment, c'est un thème qui aurait été délicat à réussir. Et comme tu l'as dit, les 2-3 dialogues amoureux effectivement présents dans la série montrent que ce domaine-ci n'est pas celui où les dialoguistes étaient le plus à l'aise. De tous les points un peu négligés de la saison 1, c'est sans doute celui-là le moins regrettable. Le plus regrettable, c'est les éléments scénaristiques intéressants et propices à un développement, mais qui sont oubliés au bout d'un épisode, comme le clone maléfique de Superman qui débarque de la zone fantôme, la lutte de Timberwolf pour rester plus humain que bête, et l'introduction d'un ersatz de Lex Luthor mais en fille. Ce dernier cas est d'autant plus énervant que cet épisode-là finit de façon vraiment abrupte. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, Superman? C'est surtout énervant parce que cet élément-là, et celui du clone de Superman, c'était un élément qui concernait Superman et son apprentissage de la supermanitude. Pour le coup, ce sujet-là est très négligé par rapport à ce à quoi on s'attend après le premier épisode. Mais, comme on l'a dit au début, Superman n'est qu'un prétexte pour que le spectateur visite le futur, il n'est pas franchement présent. La saison 1 porte sur une bande d'adolescents qui a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour protéger le monde, et s'efforce de faire face à cette responsabilité, mais quand même une bande d'adolescents qui vit des histoires d'adolescents normaux. Comme d'être transformé en loup-garou par son père, ou de devoir s'enfermer parce qu'on appartient à une race que la puberté rend fou. Je parle plutôt du fait d'avoir une mère un peu trop parfaite et dure à égaler, qui en plus a une fâcheuse tendance à se mêler des histoires de cœur de sa fille. Vous savez, vous formez un très joli couple. Pitié, dites-moi que je rêve. Enfin bref, c'est Superman la légende des super-héros au même titre que c'est Batman l'alliance des héros. On a mis le personnage dans le titre, ou au moins son logo, pour attirer le public, mais la série n'est pas sur lui. Et pourtant, à partir de la saison 2, ce n'est plus un Superman qu'on a, mais 2. Ils se sont fait plaisir. Ça, c'est rien de le dire, et pas seulement parce qu'ils ont mis 2 Superman. Mais ne mettons pas la charrue avant de partir à point. À la fin de la saison 1, comme prévu, le jeune Clark Kent rentre dans son époque après avoir, on suppose, appris suffisamment de choses. Il y a d'ailleurs un truc assez glauque là-dedans. Brainiac 5 lui donne une télécommande et lui dit que si un jour il veut revenir dans le futur, il n'a qu'à appuyer sur le bouton et il reviendra à l'instant même où il est parti. C'est terrible parce que ça veut dire que ses amis du futur sauront à l'instant même si Superman a eu envie de les revoir durant la suite de sa vie ou pas. Sauf si la raison pour laquelle il ne revient pas, c'est que ses amis sont allés le chercher plus tard dans leur vie à eux et plus tard dans sa vie à lui, ce qui explique que Superman plus vieux ne revient pas voir ses amis plus jeunes après les avoir vus plus vieux à leur demande à eux. Et c'est ce qui se produit dans la saison 2. Tout à fait. Et ça permet de recréer des conditions dans lesquelles le passé et le futur vieillissent en même temps. En revanche, d'un point de vue technique, la série reste cohérente avec elle-même sur cette histoire de temps qui ne continue pas dans le présent pendant que Clark est dans le futur. Il rentre effectivement juste à temps pour dîner. Bref, comme il ne réapparaît pas 5 minutes plus tard, ses amis du futur sont bien obligés d'admettre qu'ils ne le reverront pas, qu'il n'a pas voulu les revoir, et ils continuent leur vie, deviennent eux-mêmes adultes, tout en continuant leur métier de super-héros. Mais Brainiac 5 continue à regretter la présence de Superman, qu'il aime et admire beaucoup. Aussi, quand un sinistre individu en rouge et bleu et à l'air patibulaire débarque de son futur à lui en déclarant être Superman, il prend très mal cette imposture. Excuse-moi, mais tu n'es pas Superman. Sache que ce S ne signifie pas salut. En réalité, ce grand manche à balai avec la diplomatie d'un couteau à huître, c'est Kal-El. Enfin, qu'on surnomme aussitôt Kal-El pour éviter de confondre avec Clark. Oui, parce que les traducteurs n'ont pas compris que c'était pas Kal-El le nom kryptonien de Superman, mais Kal-El, un nom inédit. C'est un clone de Superman, et oui, encore un, et peut-être même le clone du clone qui venait de la zone fantôme dans la saison 1,
fabriqué dans le futur du futur par ceux qui restent des savants terrestres. Oui, ceux qui restent est à prendre au pied de la lettre. Pour contrer le méchant ultime qui s'apprête à détruire la Terre, Imperiex. Malheureusement, ce méchant ultime est tellement ultime qu'un Superman rendu insensible à la kryptonite ne suffit pas à l'arrêter. Alors le Superman futuriste vient dans le passé demander l'aide des super-héros un peu moins futuristes. Ça marche presque, mais du coup, Imperiex, au lieu de se faire gentiment massacrer, vole la machine à voyager dans le temps et décide d'avancer sa conquête de l'univers de 1000 ans parce que... il y a sûrement une raison. Bref, retour à l'époque de la Légion des super-héros, où Brainiac 5 est ravi de saisir cette opportunité d'aller chercher l'ancien Superman, le seul, l'unique, le vrai. Bien sûr, cette fois, il va le chercher un peu moins jeune, ce qui, comme on a dit, explique pourquoi il n'est pas réapparu devant ses amis à l'époque où il l'attendait. Il a été convoqué à une époque beaucoup plus tardive de leur vie. Et maintenant qu'ils ont 2 Superman, que la menace est imminente, que le temps est compté, qu'il y a urgence de chez urgence de sauver le monde, la Légion des super-héros éteint la télévision et reprend ses activités normales à Ciao Bon Dimanche, comme enquêter sur les crimes de 3e zone. Oui, je sais que vous vouliez faire une série pas à suivre, mais c'est un peu de mauvais goût. Je déconne pas, on enchaîne le double épisode du début qui annonce la fin du monde, avec des fillers dans lesquels le problème de fin du monde semble tellement accessoire qu'on n'en parle pas du tout. Ce qui tend à prouver que même en le voulant, c'est pas possible de faire une série pas à suivre, de pas réfléchir à l'ordre dans lequel on met les épisodes. On ne peut pas finir un épisode sur la fin du monde et enchaîner sur une enquête policière sans rapport, fût-elle extrêmement réussie. Bref, nous revoilà partis pour 13 épisodes avec pour fil rouge Imperiex qui rassemblait des troupes et prend tout son temps pour attaquer. Si la saison 2 est plus noire, c'est parce qu'on est vraiment beaucoup moins sûr qu'on y évitera les morts, les trahisons et les traumatismes inguérissables. Déjà, on l'a dit précédemment, l'une des Triplicate Girls est tuée au premier épisode. Enfin, une mort de comics évidemment qu'elle ressuscite à la fin de la saison, rassurez-vous, mais une mort quand même. En tout cas, elle est obligée de changer de nom de super-héroïne maintenant qu'elle n'est plus 3. On n'en parlera pas. En fait, si, on va en parler. Je vais m'appeler Duo Damoiselle à partir de maintenant. Non. Je regrette, mais non. Il n'y a qu'un seul nom de super-héros que vous avez choisi de traduire, et il faut que ce soit celui-là. Je sais pas si Duo Damsel ça sonne mieux en anglais, de base ce pseudo était pas terrible, Duo Girl ou Duo là ça aurait mieux sonné. Ou Duo Demoiselle, tant qu'à faire de traduire. Bref, cette disparition d'une des Triplicate Girls est bien montrée comme étant probablement définitive grâce à ce changement de nom. On sait que les personnages vont réussir, c'est toujours d'ici, mais cette fois il y a tout lieu de croire que la réussite aura un prix. Elle en avait un dans le dernier épisode de la saison 1. C'était le dernier épisode, ça compte pas. C'est toujours comme ça un dernier épisode. C'est pas un thème majeur dans la saison 1, alors que dans la saison 2, il y a beaucoup d'emphase sur le montant du prix à payer et les compromis à faire vis-à-vis de ses valeurs pour sauver l'intérêt général. Par exemple, il y a cet épisode où un gamin se retrouve la cible d'assassin parce que c'est lui qui, dans le futur, inventera la technologie qui rend possible Imperiex, et où Kal-El doit choisir entre le laisser se faire tuer et sauver son futur, et le protéger parce qu'il est innocent et que c'est ce que fait un héros d'ici. Du coup, ce n'est pas que cette saison 2 soit mieux ou moins bien que la saison 1, c'est surtout qu'elle est autre chose. Une série classique d'ici, plus sombre que la première saison et moins sitcom parce qu'ils sont adultes. Et 2 Superman 2 Et aucun des deux n'est à son époque. Par rapport à l'époque de la Légion, le 31e siècle, le Superman classique vient de 1000 ans dans le passé et l'autre vient de 1000 ans dans le futur. Sauf que c'est tellement ingérable qu'on n'en utilise quasiment jamais qu'un par épisode. Très peu de temps est passé sur la relation entre eux. Dommage parce qu'il y en a un sombre et un clair, ça aurait été intéressant de les voir débattre. Ah, au fait, puisqu'on parle de ça. Je sais que nous sommes un peu parents, mais tu me rappelles plutôt un de mes amis. Fort caractère, assez solitaire, et quand il a fallu qu'il fasse partie de l'équipe, il a résisté. Et bien qu'il ait eu du mal à l'admettre, il était bien meilleur en tant que membre de ce groupe que lorsqu'il était tout seul. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas de Batman qu'il parle. De qui à ton avis? Mais arrêtez avec ça à la fin! Si Batman était un connard d'égocentrique, vous croyez qu'il consacrerait son temps, sa santé et son immense fortune à livrer des petits criminels à la justice, adopter tous les orphelins qui passent, acheter toutes les entreprises d'armes du monde pour être capable de les neutraliser si besoin quand il veut, rassembler des fichiers sur chacun de ses amis super-héros pour être capable de les neutraliser sans les tuer au cas où un méchant prendrait le contrôle d'eux, et sacrifier sa vie entière à être un symbole pour la justice, alors qu'il serait si simple de profiter de la vie et des filles? N'oublie pas que le Batman que tu connais toi, c'est celui de Batman de la série animée, et que celui-là est un personnage beaucoup plus positif que dans beaucoup d'autres supports. Il est effectivement un sociopathe dans beaucoup d'autres continuités. Mais pas un sociopathe qui refuse de travailler en groupe. On parle de Bat Family, mais pas de Super Family, ni de Wonder Family, ni de Question Family. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La Ligue des Justiciers va bientôt se réunir pour la première fois. Il paraît que le Martien vous y a convié et que vous avez décliné l'offre. Je préfère travailler seul. C'était mon cas, avant. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir besoin d'un ami.
personne ne collabore autant que Batman. C'est pas pour rien qu'il est le personnage phare de l'Alliance des héros. On digresse un peu là, non? Oui, bon. La saison 2 met aussi en scène la conjonction de deux thèmes qui me sont très chers dans la fiction. Le passage du côté obscur et l'intelligence artificielle qui devient humaine en accédant à l'émotion et l'affection pour autrui. L'autre série animée qui fait ça, c'est Green Lantern. Et elle le fait d'une façon tellement similaire qu'elle ne peut que s'être inspirée de la Légion des super-héros. D'ailleurs, l'esthétique, les thèmes et le traitement des personnages en général dans Green Lantern, la série animée, contribuent à donner cette impression. Mais cette situation de l'intelligence artificielle qui risque de passer du côté obscur parce qu'elle n'est pas humaine, Green Lantern la rate alors que la Légion des super-héros l'a réussi. Ça tient en partie au fait que Brainiac 5 n'est pas n'importe quel robot. La série a bien pris soin de lui donner l'apparence qu'il faut pour que son origine ne passe pas inaperçue. Bien que, par son rôle dans l'intrigue et par son apparence dans la saison 1, il ressemble aussi beaucoup à Jérémy de Code Lyoko. Il faut dire qu'un des thèmes les plus intéressants de la série, et ce dans les deux saisons, c'est la relation du Superman qui ignore son futur avec Brainiac 5, qui sait tout mais ne veut pas trop lui en dire pour ne pas altérer le passé en influençant ses décisions. Ils sont amis très proches et c'est terrible pour Brainiac 5 d'avoir à lui cacher autant de choses, d'autant que parmi ces choses, il y a la question non négligeable de son ancêtre, le premier Brainiac, futur ennemi juré de Superman, celui que Superman n'arrivera jamais à vaincre, puisqu'il est toujours là dans le futur à travers Brainiac 5, et puisque Kandor, la cité kryptonienne réduite par Brainiac, est toujours dans une bouteille. Ça a été abordé en filigrane dans la saison 1, ça sera vraiment abordé dans la saison 2 quand le côté obscur de Brainiac 5, hérité de Brainiac, tentera de prendre le dessus. Il faut que je te demande un service. Oui, vas-y, tout ce que tu veux. Je veux que tu me promettes que si jamais je suis submergé par ce côté obscur, tu ne laisseras pas notre amitié t'empêcher d'accomplir ce que tu dois faire. Je t'en prie, Brenny, ne dis pas des choses comme ça. Promets-le-moi. Je ne veux pas devenir comme mon horrible ancêtre. Très bien, d'accord, je te le promets. Mais t'inquiète pas, nous n'en arriverons pas là. Et c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Le fait que l'intelligence artificielle qui passe du côté obscur soit un dérivé de Brainiac a plusieurs avantages par rapport à ce qui se passe dans Green Lantern. Le fait qu'il s'agisse de Brainiac rend crédible et inévitable les circonstances dans lesquelles Brainiac 5 passe du côté obscur et permet d'en faire un sacrifice héroïque plutôt que la conséquence d'un malentendu. Et surtout, le fait qu'il s'agisse de Brainiac rend la nature de Brainiac 5 impossible à retconnaître. Certes, le Brainiac des premiers comics n'était peut-être pas un robot, mais le Brainiac superordinateur de Superman l'Ange de Métropolis a tellement séduit qu'il a été repris dans presque toutes les adaptations. Parce que mine de rien, ce n'est pas seulement dans le passage du côté obscur que le bas blesse dans Green Lantern. Bon, je sais bien que le coup du robot avec des émotions, c'est pas intuitif pour tout le monde, mais est-ce à ce point absurde aux yeux des scénaristes pour qu'ils se sentent obligés de le retconner presque systématiquement ? Révéler que ces personnages ont en eux une étincelle de vie d'origine organique ne les rend pas plus émouvants, c'est même plutôt le contraire. Brainiac 5 non plus n'est pas un robot à 100%, mais cet état de fait est posé dès le départ, et ce n'est certainement pas la source de son humanité, puisqu'il en était de même pour Brainiac lui-même. Comme vous l'aurez compris, le fait qu'on ait changé de genre dans la saison 2 permet de développer les thèmes un peu tristes qui auraient juré avec l'ambiance légère de la saison 1. C'est d'ailleurs dans la saison 2 qu'on abordera à fond la question de Timberwolf et de sa difficulté à dompter son côté sauvage. Dommage qu'on ne parle toujours pas du clone méchant de la saison 1 et de Lex Luthor alors qu'on a dans cette saison tous les outils pour en faire quelque chose de grandiose, comme avec Brainiac. En revanche, quelque chose qui est commun aux deux saisons mais exploité seulement dans la 2, c'est qu'on est dans un futur lointain par rapport aux aventures de Superman et de la Ligue des Justiciers, dont l'époque est quand même la principale de l'univers d'ici, donc tout est permis. Tout est permis? Oui, tout est permis comme ça. La série peut se permettre de revenir sur des statu quo millénaires de l'univers d'ici. Ils ne le font qu'une fois, mais quelle fois? On va pas la spoiler, mais les héros finissent par provoquer l'événement le plus impossible de tout l'univers d'ici. Non, ça ce serait ressusciter les parents de Batman. Mais c'est presque ça. Et c'est ce qui entraîne le passage de Brainiac 5 du côté obscur. Parce qu'un passage du côté obscur, ça ne se fait pas à la légère, il faut que ce soit motivé au moins par la volonté de changer un statu quo vieux de 1000 ans. Prenez-en de la graine. Par contre, ils sont revenus sur leur idée géniale de faire de Boing Boing Boy le leader, et ça c'est con. Parce que du coup, Boing Boing Boy, qui était un personnage intéressant dans la saison 1, devient un figurant dans la saison 2. Bon, beaucoup de personnages de la saison 1 s'effacent un peu dans la 2, qui pour le coup est plus sur Superman et Brainiac. Mais Boing Boing Boy, lui, il est à la limite de se remettre à jouer le personnage du gros. Bon, mais au final, à part un brusque changement de genre entre les deux saisons et quelques petites fautes de goût par-ci par-là, nous n'avons objectivement rien à reprocher à cette saison 2. Ce qu'il y a du coup, c'est que cette série n'est pas une série, mais deux, mais toutes deux méritent qu'on s'en souvienne. Dans le futur? Ah oui, effectivement, c'est un peu insensé. Ouais.
Monsieur le maire, j'ai le grand privilège de remettre ce chèque aux braves citoyens de Gotham. Il faut d'abord savoir ce que va décider le conseil. C'est une réunion importante, Ahsoka. Surtout, n'oublie pas, sois attentive et ne parle que quand on t'adresse la parole. Oui, je sais, Abbé Mortimer. Mais je l'ai attrapé, ce poisson, pour votre festin. Ben, on s'excuse, madame, mais mon père, il a eu un accident. L'autre jour, il est blessé, il a pas pu venir. Je suis un super-héros, rien ne m'arrêtera. Oui, tu as vraiment réduit sa cervelle en miettes. Il était là par hasard, il n'a rien fait de mal. En fait, dis-moi, Tsutsui, t'en es où dans la création de ton club de Go? Ça avance ou pas? Tu essayes de m'expliquer quelque chose? Les Grecs doivent être arrêtés, et vite! Tu es Tony Stark. Enfin, je veux dire Anthony Edward Stark. Tu travaillais là-bas aussi puisque t'étais jamais allé à l'école avant. T'as eu un prof particulier après que ta mère soit... Et j'ai rien dit. Un cadavre ne peut pas parler, mais il recèle de précieuses informations. C'est comme un de ces génies qui n'est compris que des centaines d'années après sa mort. Elle va frapper là, maintenant, et la réaction en chaîne va ensevelir directement et entièrement l'abri. Aussi intolérable que ce soit, je suis totalement dépendant de cette feignasse qui m'apporte ma pitance. Vous n'êtes pas réel. Vous n'êtes que des hologrammes. Non, Cavermas 12 ne réveillera pas en moi ce qui me fait peur. Absolument. Et je propose que nous fassions grève. Elle est diabolique, cette Xaïd. Et comment j'aurais pu deviner que sa montre contenait du gaz soporifique? T'inquiète, on va arranger ça. Candice doit être sûrement pliée de rire en ce moment. Oh, pardon, madame. C'est la première fois que je parle à une présidente. La seule façon de vous faire comprendre ce que je ressens, c'est de vous l'expliquer en chanson. Non, ce n'est pas une erreur, Bouncing Boy. Pas après avoir prouvé tes capacités durant cette crise. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi ils mettent papa sous la terre? Je vais être très clair. Je ne fais pas partie de l'équipe. Je suis là pour faire mon devoir. Pendant plus de 500 ans, je me suis assuré qu'il restait ainsi. Mais un jour, alors que j'étais dans un caisson d'hibernation, des astronautes terriens ont brisé les scellés et par conséquent ont accidentellement réveillé les envahisseurs. Oui, j'ai lu le rapport sur cette affaire. Ce pauvre esclave ne devint pas uniquement le guerrier suprême, mais un destructeur de galaxies. Et il s'assura que tous ceux qui avaient le malheur de croiser son chemin soient exterminés dans d'atroces souffrances. Tu es trop jeune pour partir à la guerre, Sokka. Tu le sais bien. L'ordre du Lotus Blanc ne s'est jamais occupé que de philosophie, de beauté et de vérité. Maintenant, il est temps que ce monde soit détruit par le feu. Batman était un membre fondateur de la Ligue. Ikaru, regarde, on peut jouer au Go. Depuis des siècles, nous avons toujours respecté ce commandement avec fidélité. Quiconque ose pénétrer sur cette île est un intrus et doit être puni. Ah, Nadar! Félicitations pour avoir passé les épreuves. Je regrette de n'avoir pu assister à la fin de ton entraînement à cause du conflit.